je présente, c'est le docteur Pierre-Emmanuel Caillot qui, tu me diras si je me trompe pas, est chef de clinique à l'hôpital Louis Mourier à la PHP et qui va nous parler de la fameuse vitamine D. Je sais que vous l'attendez tous. On en a beaucoup parlé, on a même parlé récemment avec le Covid, alors je ne sais pas si tu vas aborder ça, peut-être qu'on va avoir des questions là-dessus. Avec la Covid, pardon, excusez-moi. Je te laisse la parole. À tout à l'heure pour les questions. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité à parler de ça. Merci bien sûr à tous les membres du bureau et de l'association. Alors, la vitamine D, vaste sujet, c'est pour ça qu'on va en parler, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Alors, quand, pourquoi, comment, on va essayer de faire un petit peu le tri au milieu de tout ça. Déjà, est-ce que c'est intéressant de continuer à parler aujourd'hui de vitamine D? Oui, vous voyez que ça représente quand même en termes de publication encore un intérêt grandissant pour la communauté scientifique. Oui aussi parce qu'en termes de santé publique, vous le voyez sur la carte extraite de la Fondation internationale de l'ostéoporose, il y a encore énormément de pays qui sont sous un seuil. On va rediscuter de la pertinence des différents seuils, mais bon, on ne voit pas non plus se dessiner un gradient particulier entre des pays plus ou moins équatoriaux ou plus ou moins riches ou pauvres. Tout d'abord, la première question, finalement, c'est est-ce que la vitamine D est une vitamine? Alors, on peut dire que, comme on a vu l'exposé juste avant sur la vitamine C, bah oui, en effet, l'apport alimentaire est important, donc oui, il y a un intérêt à dire que c'est une vitamine, mais en fait, tout le problème est que, en effet, ce n'est pas que une vitamine, c'est surtout une hormone. Et la première chose dont on peut se souvenir finalement, c'est que comme c'est une hormone avec des cyclostérols, elle est liposoluble. Et dans ma pratique gériatrique, qu'est-ce que ça change qu'elle soit liposoluble? Ça veut dire qu'il faut la donner surtout en même temps que le repas. D'accord? Quelle que soit la modalité de supplémentation que vous avez. On en distingue deux grands types. Préférée en termes de supplémentation, la D3, qui est celle des mammifères. Simplement pour vous dire, autrefois, là, le rachitisme et ses ravages par les carences en vitamine D, ça aboutissait à ça. La vitamine D, elle sert d'abord et avant tout à minéraliser la maquette osseuse, aussi bien chez l'enfant, mais chez l'adulte, le rachitisme n'existe pas, puisque voilà, les matrices sont déjà minéralisées. En revanche, du coup, vous avez de l'ostéomalacie qui peut persister et qui peut prédisposer aux fractures. Alors, la question qu'on se pose tous en pratique, c'est quand doser et quelle vitamine D. On va commencer du coup par ça. Que disent les différentes conférences d'experts? Alors, le GRIO, c'est le groupe de recherche et d'intervention sur les ostéoporoses. Là, on vous compare un petit peu tout ça et les indications remboursées et dictées par la HAS, finalement, c'est chute à répétition, ça tombe bien chez nos sujets âgés, ostéoporose avérée et maladie, voilà, médicaments favorisant l'ostéoporose. Donc ça, là encore, on a de quoi faire. Et le plus important, finalement, c'est respect des RCP des médicaments. Ça veut dire, quelle que soit finalement votre décision, à partir du moment où vous allez mettre un médicament de l'ostéoporose, vous avez à supplémenter votre patient en vitamine D et donc à ne pas avoir de carence vitaminique D avant de commencer. Cependant, ne pas doser, ça ne veut pas dire ne pas supplémenter. C'est surtout vrai en population générale. C'est surtout vrai chez des gens qui ne sont pas malades. Donc ça a du sens. Combien ça coûte de doser cette 25 OH vitamine D? Voilà, c'est facturé en tout cas 21,60 € à la communauté. Quel dosage? En pratique, finalement, on ne s'amuse pas à doser le calcitriol, c'est-à-dire la 1,25 OH vitamine D. Ça n'a pas trop de sens puisque sa demi-vie est très courte. Alors, la forme de stockage, finalement, c'est la forme qui est hydroxylée par le foie, c'est la 25 OH vitamine D, qui est le meilleur reflet, finalement, de l'imprégnation. On peut distinguer différents stades, finalement, dans les insuffisances vitaminiques D. En deçà de 30, on parle souvent d'insuffisance et en deçà de 10 nanogrammes par ml, on parle de carence. La notion de déficit reste un petit peu plus floue. Alors, quel dosage? OK, mais quand le réaliser? Donc, on a vu qu'il y avait des indications au remboursement, mais quand le réaliser finalement dans ma routine clinique? Là, je vous mets les résultats d'une cohorte qu'on avait passée chez des gens qui étaient fracturés. Et donc, chez les gens fracturés,
on mettait en évidence énormément de pathologies différentes d'hyperparathyroïdie, d'hyperthyroïdie qui n'avaient pas énormément de sens. Donc le meilleur timing n'était pas de le faire juste après la fracture. Mais en revanche, pour la vitamine D, ça a du sens, puisque à partir du moment où vous avez une fracture, il y a un intérêt à aller traiter. Donc il y a un intérêt à aller recharger les gens en vitamine D. Quel est le meilleur taux? Quel est mon taux cible, finalement, chez ces gens-là? Deux manières d'aborder les choses qui ont donné lieu à deux recommandations différentes en 2011. La première qui était de dire, finalement, dans la population générale aux États-Unis, l'objectif, c'est simplement d'être supérieur à 50 nanomoles, donc 20 nanogrammes. Là où l'autre société savante s'était intéressée véritablement beaucoup plus aux malades, et en effet, il y avait un intérêt à être plutôt au-dessus de 75. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a plus de réaction d'hyperparathyroïdie au-delà de 30 nanogrammes, soit 75 nanomoles. Toutefois, donc, chez nos patients âgés et chez nos patients malades en règle générale, on a tout intérêt à aller au-delà de ce seuil de la réaction parathyroïdienne. En deçà ou dans d'autres situations, finalement, ça a été assez bien validé aussi. Dans les ostéomalacies et le rachitisme, il faut être entre 20 et 30. Et dès que vous avez des chutes, c'est-à-dire nos patients, des chutes, des fractures et des problèmes de densitométrie, en effet, il faut aller au-delà de 30. Est-ce que cette vitamine D a pour autant des effets sur la densité osseuse, mesurée par DEXA? Plutôt non, d'accord. Là, je vous montre une méta-analyse, celle de Reed, qui était la mieux faite à mon sens, qui montrait un effet de 20% sur la vitamine D au col. Est-ce que ça a du sens? Finalement, la vitamine D, c'est un adjuvant au traitement, donc on n'en attend pas un effet structural sur la densité, d'accord. Bien sûr, chez les gens qui ont des troubles de minéralisation, qui ont des ostéomalacies, là, on en attend quelque chose. Mais donc, c'est bien, mais de toute façon insuffisant, puisqu'il faut aller un petit peu plus loin. En revanche, est-ce qu'elle a un effet sur les fractures? Eh bien là, plutôt oui, en effet, mais un effet de prévention, donc pas de prévention sur l'incidence de nouvelles fractures, comme nous le rappelle l'étude Record, mais en revanche, sur des plus petites cohortes, on voit quand même que dans la prévention des fractures non vertébrales, les bras dans lesquels il y a de la vitamine D, eh ben, ça marche quand même mieux. D'accord? Si vous regardez en revanche, et ça c'est pour faire le miroir de tout ça, la méta-analyse de Bolland, qui est celle qui a fait grand cas en 2018, montrait qu'il n'y avait absolument aucun effet de la vitamine D sur les fractures. L'ennui de cette méta-analyse, c'est finalement qu'elle a limité un petit peu le choix des revues à toutes les supplémentations vitaminiques sans calcium. Donc c'est pour ça que c'est la principale limite de ce travail. Après, y a-t-il un effet préventif réel sur les chutes? Eh bien oui, plutôt. On voit des diminutions, ça c'était le travail de Bischoff-Ferrari, une diminution du risque relatif de chute de 19%, surtout chez ceux qui ont un statut vitaminique des bas. Donc voilà, de l'intérêt de faire le dosage pour bien les supplémenter. Toutefois, est-ce qu'il faut dire je vais voir en EHPAD et je vais mettre des grosses doses à tout le monde? Eh bien, en effet, quand on met des grosses doses annuelles de 500 000 unités de vitamine D, c'est l'effet inverse qui se produit. On remarque plus volontiers des chutes et des fractures. Donc, méfiance quand même, plutôt des doses fractionnées, si possible. Bien sûr, d'autres travaux se sont amusés à essayer de voir s'il y avait des effets autres extra-osseux finalement de la vitamine D, des effets vasculaires. Là, il y a eu beaucoup de travail sur le système rénine-angiotensine, mais sans aucune vraie preuve. Des effets immunologiques. Là, ce sont plutôt des liens, des relations finalement entre le taux de vitamine D bas à chaque fois et l'infection respiratoire en particulier. La supplémentation elle-même, et ça c'est vraiment le pendant de cette première méta-analyse, la supplémentation elle-même diminue aussi
le risque d'infection pulmonaire chez tous nos participants. Donc ça a du sens dans nos pratiques quotidiennes. Pour le cancer, c'est beaucoup plus discutable. Il n'y a que dans le cancer du côlon qu'il y a 2 méta-analyses qui ont trouvé une relation inverse entre le taux bas de vitamine D et la présence d'un cancer du côlon. Mais sur les cancers qui nous intéressent, qui sont les cancers hormonodépendants, absolument aucune n'a été mise en évidence. Il y a une seule méta-analyse qui montrait que la supplémentation vitaminique améliorait un petit peu le pronostic. Voilà, je laisse ça à votre discrétion. Et pour aller encore un petit peu plus loin dans la gériatrie, eh bien, en effet, si on dose la vitamine D chez tous nos sujets, en effet, elle est plus souvent plus haute chez ceux qui sont exempts de maladie d'Alzheimer. Et quand on essaye de voir par rapport aux autres causes de démence, eh bien, en effet, ça ne se vérifie que dans la maladie d'Alzheimer et pas dans les autres démences. Bien sûr, il y aura aussi un petit effet mode, un petit effet Covid. Donc ça, c'est notre collègue, le professeur Einweiler d'Angers, qui a mené un travail là-dessus. Je n'ai pas d'illustration, et là, ça vous montrer aujourd'hui. Alors, quelle vitamine D finalement pour mon patient? Parce que maintenant, finalement, on a vu les intérêts de doser et je supplémente, ça c'est sûr, mais comment est-ce que je supplémente? Vous voyez qu'il y a énormément de spécialités qui sont disponibles actuellement. Est-ce que je pars de dérivés du calcitriol? Pitié, non, surtout pas, sauf cas particulier d'insuffisance rénale avec une hypocalcémie, d'insuffisance hépatique sévère, de granulomatose, enfin voilà, des cas très particuliers où il faut doser le calcitriol, mais en tout cas pas forcément le supplémenter. Donc, pas de dérivés hydroxylés, parce qu'il y a un risque justement de mettre les gens en hypercalcémie et donc en hypercalciurie, donc de créer une maladie lithiasique. Le D-hydrogyle, donc la 25-OH vitamine D, là, on la réserve vraiment à l'insuffisance hépatique qui n'arrive pas à hydroxyler. Donc finalement, on choisit de la vitamine D, soit D2 ou D3. On préfère la vitamine D3 en administration intermittente parce que son taux circulant est plus stable. Alors, comment je fais? Le griot s'est encore prononcé l'année passée pour supplémenter. En effet, j'ai un patient à qui je fais un dosage qui est inférieur à 30 nanogrammes ou 75 nanomoles. Il faut que j'entre tout d'abord dans une première phase de correction pour le ramener au-dessus du seuil. Et ensuite, la deuxième phase, c'est la phase d'entretien. D'accord? Donc, à vous de choisir, savoir si la supplémentation quotidienne qui est source de mes observances va être la meilleure ou la plus adaptée à vos patients, ou si la supplémentation en ampoule mensuelle, trimestrielle est la plus adaptée. Ce que je vous propose, c'est un schéma indicatif, d'accord, donc de traitement d'attaque. Il est inférieur à moins de 50 nanomoles, eh bien, je vais le supplémenter à raison de 50 000 unités par semaine, pardon, et pendant 8 semaines. Il est entre 50 et 75, donc entre 20 et 30 nanogrammes. Alors, là, je suis le même schéma hebdomadaire, mais je m'arrête à 4 prises. Voilà ce que nous disent les dernières recommandations du griot, avec ensuite un traitement d'entretien d'une ampoule par mois, sachant que soit on réévalue s'il y a une vraie pathologie osseuse derrière, sinon on peut aisément poursuivre ce schéma d'une ampoule par mois à vie. Vous pouvez transposer en multipliant par 2 et en divisant par 2 le temps si vous prenez des ampoules d'un autre laboratoire qui fait des ampoules à 100 000 unités. Alors, quelques petites questions, finalement. Est-ce qu'il vaut mieux prendre ma vitamine D au moment d'un repas? Je vous ai dit, la vitamine D, elle est liposoluble, donc mieux absorbée avec les aliments gras, donc on la prend volontiers au cours des repas. Est-ce que les suppléments en vitamine D sont contre-indiqués en cas de lithiase rénale? Bien sûr que non. Toutefois, voilà, dès que vous avez des calculs rénaux, une hypercalciurie connue, voilà, c'est une précaution d'emploi. Donc, il faut corriger, quoi qu'il arrive, quelle que soit la maladie, l'hypovitaminose D sur la 25-OHD. Après, vous surveillez le reste et la calciurie. Il ne faut bien sûr pas les supplémenter à l'excès. Et si vous avez cette peur du surdosage en vous disant « je ne vais pas supplémenter à cause du surdosage », là encore, faux, d'accord?
Le risque d'hypercalcémie, il est à 100 fois la pose recommandée. Le risque d'hypercalciurie, il est très rare, vraiment. Donc, n'hésitez pas à supplémenter vos patients en vitamine D. C'est là le message pour cette semaine de la dénutrition. Et je vous remercie tous et toutes d'avoir voulu m'écouter. Alors, merci beaucoup. Je ne sais pas si je t'ai perdu. T'es toujours là. Alors, il y a quelques questions, pas énormément de questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à en mettre. Tu as partiellement répondu un peu à toutes les questions qui étaient posées au fur et à mesure. On a eu d'abord des questions sur le risque de surdosage. Ça fait très peur. Est-ce que vraiment, voilà, il y a un risque de surdosage, donc tu l'as dit à la fin. Et il y a Florent qui a posé une question sur. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Il demande est-ce que les doses fractionnées sont délétères sur les chutes et les fractures? A priori, c'est. Alors, en fait, les doses, comme tu le disais, les doses fractionnées, ça dépend de ce qu'on entend par fractionné finalement. C'est-à-dire qu'en effet, de mettre une ampoule annuelle en se disant on donne le shoot, c'est une mauvaise idée, ça c'est sûr. Même les ampoules de 200 000 UI, c'est pas une bonne idée. L'idée, c'est que de toute façon, l'effet va s'éteindre en quelques semaines à mois, maximum 3 mois. Donc, on a tout intérêt à soit vous avez un patient qui est suffisamment jeune, observant, à donner à ce moment-là des doses quotidiennes pour aboutir aux 800 unités qu'il faut par jour. Et là, c'est parfait. C'est ce qui marche, c'est ce qui fonctionne le mieux. Sinon, à ce moment-là, privilégier les formes, donc des formes retard, mais des formes qui sont les plus fréquentes possibles, quand même, autant que faire se peut. Ok. Et j'ai une question, encore une fois, alors tu as partiellement répondu sur avec les biphosphonates. Est-ce que finalement on peut finalement supplémenter à l'aveugle avant d'introduire des biphosphonates? Et quel est le risque si le traitement quel est le risque d'introduire un traitement par biphosphonate chez une patiente qui est carencée en vitamine D et qu'on n'aurait pas supplémenté? Alors, très bonne question et je te remercie parce que ça, c'est un problème qu'on rencontre quotidiennement. À la question, faut-il doser avant? Oui, pitié, doser, doser, doser avant de supplémenter parce que c'est vraiment pas le même schéma pour arriver de toute façon, à 3 mois, tu pars du principe que tu es arrivé à corriger cette phase d'attaque. Donc, oui, il faut les supplémenter, mais il faut savoir d'où on part. Donc, il faut quand même un dosage de départ. Après, tu mets ton schéma, quel que soit ton schéma, et à 3 mois, là, à ce moment-là, tu es sûr que de toute façon, ils sont plus carencés, donc s'ils ont bien pris le traitement. Donc, là, à ce moment-là, tu peux introduire tes biphosphonates. Quel est le risque de dire, de toute façon, elle a vu son dentiste, il n'y a pas de problème, je vais introduire, même si elle a un taux de vitamine D bas parce qu'elle s'est cassé le col du fémur avant-hier, je vais mettre un biphosphonate parce que j'y pense, j'ai tout fait, c'est super. Le problème, c'est la fracture atypique. La fracture atypique, ce n'est pas fréquent, mais des fractures sphéroïdes de la diaphyse fémorale, ça existe. Et c'est survenu, et c'est pour ça vraiment qu'il y a eu des restrictions d'emploi en disant, voilà, le respect des RCP du médicament biphosphonate, c'est je mets un médicament parce que mon patient n'est pas carencé en vitamine D. D'accord? Parce que sinon, je lui fais courir ce sur-risque-là qui avait été mis en évidence dans les études pivot. Et c'est pour ça que dans les études pivot, tous les patients sont préalablement corrigés en vitamine D, en fait. D'accord? Okay. J'espère avoir répondu. Très bien. J'ai eu pas mal de questions sur les associations supplémentation calcique et vitamine D. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est intéressant ou pas? Et est-ce qu'il faut doser absolument le calcium en même temps que la vitamine D? Alors, d'abord, donc première question, est-ce qu'il faut une supplémentation calcique associée? Il y a alors, oui, selon les besoins de vos patients. C'est-à-dire, si vous avez le temps, ça prend 7 minutes à peu près de faire le questionnaire du Griot sur les apports calciques, qui vous donne une idée en milligrammes de l'apport calcique de votre patient quotidien. Et en fonction, finalement, vous voyez s'il est vraiment carencé, s'il est inférieur à 500, là, oui, en effet, il faut aboutir à peu près à 1 gramme de calcium par jour. Moi, je conseille d'abord de commencer par changer les eaux minérales quand les gens prennent de l'eau minérale. Prenez des eaux riches en calcium. Après, est-ce qu'il faut associer les deux? Il y a quelques petites études, en revanche, qui montrent que chez les gens qui ne sont pas carencés et qui ont un risque cardiaque élevé, il ne faut pas supplémenter en calcium.
Dans le reste du temps, finalement, si votre patient est probablement carencé en une carence d'apport parce qu'il est dénutri, donc il est carencé aussi en calcium, là, il y a un intérêt à aller mettre du coup un cachet de calcium associé avec ça. Donc oui, il y a un intérêt. Et la deuxième partie de ta question que j'ai par mégarde oubliée, qui était Il faut doser absolument une calcémie en même temps que la vitamine D. pas absolument. Pas absolument, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fais une vitamine D, moi je conseille systématiquement de réaliser un bilan phosphocalcique parce que c'est l'occasion de voir un petit peu s'il y a une pathologie osseuse métabolique associée à tout ça. Donc bien sûr que tout dépend du contexte. Si on est dans un contexte de simple patient chuteur, en effet, c'est purement à visite dépistage, mais c'est pas recommandé en dehors d'un bilan phosphocalcique avec indication. D'accord. Toute dernière question, et je te laisse répondre rapidement parce qu'on va avancer après. On me demande en quoi la vitamine D2 est moins stable que la vitamine D3. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas de consensus scientifique. Non, pas de consensus scientifique, mais c'est des recommandations d'experts parce qu'on s'est amusé à tout simplement les doser de façon itérative. L'ergocalciférol, c'est celui qui vient plutôt des plantes. Donc, on a tout intérêt vraiment à... Il y a eu énormément d'études là-dessus pour savoir s'il fallait préférer l'un ou l'autre. Franchement, c'est des querelles de clocher, je suis d'accord avec vous. Le niveau de preuve scientifique n'est pas forcément là, mais c'est des recommandations plutôt d'experts que du grand consensus scientifique, je suis d'accord. Mais bon, voilà. Vous avez l'information en tout cas pour prendre votre décision en conscience. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation qui a été très claire. Et je te laisse la parole, Fanny, pour la suite.